Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de mon second update du mois de septembre. Et je suis d'autant plus contente de vous retrouver pour cette vidéo que j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir la filmer. Je l'avais déjà un peu dit je crois dans le premier update, j'ai vraiment galéré à le lire ce mois-ci et ça s'est vérifié dans le reste du mois. Je vous en parlerai un peu plus dans le bilan du mois de septembre, mais voilà, j'ai très peu lu et j'ai eu beaucoup de mal à venir au bout de certaines lectures, j'en ai même abandonné une. Mais encore une fois, je vous en parlerai un peu plus dans le bilan. Là, je vais vous parler de 3 livres, je suppose 3 derniers livres du mois, mais comme il reste encore un peu moins d'une semaine au mois de septembre, peut-être qu'entre temps je vais terminer un autre livre, auquel cas je rajouterai mon avis après, je le filmerai après, puis je rajouterai cette vidéo après, voilà, donc vous n'aurez pas immédiatement après que je l'ai filmé. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous filmer cet update maintenant parce que j'ai le temps et surtout parce que j'ai 2 livres qui doivent retourner à la bibliothèque, donc je vais aller les déposer juste après. Et j'avais quand même envie de vous faire la vidéo sans que je les avais encore en version papier. On va donc commencer tout de suite avec le premier, à savoir Et si de Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse. De Rebecca Donovan, j'avais lu la saga Ma raison de vivre et compagnie, je me rappelle plus des titres précis des autres donc je veux pas dire de bêtises. Et j'avais beaucoup aimé la saga dans son ensemble, je l'avais trouvé très très sympa et j'ai largement préféré Et si. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus d'émotions qui passaient dans Et si et pourtant il y en avait beaucoup dans l'autre, mais dans l'autre ça tournait un peu au mélodrame à chaque fois et j'avoue que c'est quelque chose qui des fois m'agace. Alors que dans celui-ci, oui, il y a beau avoir un côté dramatique, ça faisait pas trop mélodramatique et puis ça m'a pas saoulé de la même manière que ça avait pu le faire dans Ma raison de vivre et compagnie. Ce roman va nous faire suivre Cal, un jeune homme, il est en 2e année de fac, je crois, je crois qu'il va rentrer en 2e année de fac, si je dis pas de bêtises, au moment où le récit commence. Et un jour, à l'université, il va tomber nez à nez avec Niel, une nana qui ressemble trait pour trait à Nicole. Nicole qui était une amie d'enfance, puisqu'il avait un petit groupe d'amis avec 3 jeunes filles. Et Nicole ressemble Niel plutôt ressemble trait pour trait à Nicole, cette fille de qui il était un petit peu amoureux à l'époque, voilà, le béguin, le premier amour quoi. Et voilà, mais elle prétend être Niel, elle n'a pas l'air de se souvenir de lui comme de quelqu'un de particulier, enfin voilà, elle a vraiment l'air d'être cette Niel. Du coup, de là va se poser plein de questions pour Cal, et en plus de ça, des questions qui au fur et à mesure qu'il se rapproche de Niel, il a de moins en moins envie de lui poser, et voilà, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, entre Cal et Niel, il va se passer quelque chose, évidemment, ça paraît logique, on va les voir se rapprocher, on va le voir lui tomber complètement éperdument amoureux d'elle, au point de ne pas savoir comment faire, il a vraiment du mal à la manier et à savoir comment elle fonctionne, parce que Niel est une personne vraiment particulière, on a vraiment des fois l'impression qu'elle a un petit pet au vocal, elle est vraiment particulière comme nana, elle est très... elle a des réactions des fois qu'on ne peut pas expliquer, voilà, elle est... En fait, c'est quelqu'un qui est très spontané, elle agit de manière très spontanée, elle parle souvent d'ailleurs d'une liste qu'elle aurait faite, sur laquelle, en gros, c'est la liste des choses à faire avant de mourir, un peu, en gros, la liste des rêves, la liste de je ne sais pas trop quoi, et elle parle souvent de cette liste, et il y a beaucoup de choses qu'elle fait qui ont un rapport quelconque avec cette... Excusez-moi, j'ai le hoquet, ça commence bien. Voilà, elle parle souvent de choses qui ont un rapport avec cette liste, et elle fait souvent des choses en rapport avec cette liste. Dans le même temps, on va suivre une double narration, puisqu'on va suivre Nicole et Richelle, donc une des filles, puisque je vais peut-être situer les bases avec le petit groupe, donc on a Cal, Richelle, Rayline, et Nicole est arrivée après, elle a déménagé quand elle était en CM1 je crois, CE2 ou CM1, CM1 voilà. Et elle est arrivée, puis elle est arrivée dans la petite bande parce qu'elle est arrivée dans le même quartier qu'eux, ils habitent tous dans le même quartier, et voilà. Et du coup, un chapitre sur 2, on a soit Richelle, soit Nicole, et ça se passe dans le temps à partir du moment où Nicole a débarqué dans le quartier. Du coup, ça nous permet de faire connaissance avec cette Nicole, avec qui Niel est sans arrêt comparée, et ça nous permet également de découvrir Richelle et le lien qui unit Richelle, Cal, Rayline et évidemment Nicole. Surtout d'ailleurs principalement Richelle et Nicole qui deviennent les meilleures amies du monde. Et ça nous permet également de voir un peu ce qui s'est passé autrement que par les discussions que Cal et Rayline peuvent avoir entre eux quand ils discutent de leur passé et de leur histoire d'amitié. Puisque du jour au lendemain, Richelle a quitté leur groupe. Voilà, elle a quitté la ville, elle leur a pas dit au revoir, elle est juste partie avec ses parents, et au début elle continuait à leur parler, puis du jour au lendemain elle a complètement arrêté de leur parler, ce qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Et Nicole, à partir du moment où Richelle a quitté le groupe, elle l'a quitté également, elle ne leur adresse plus la parole, et voilà, tout simplement. Ça a été une déchirure pour eux quand ils étaient plus jeunes, parce qu'ils étaient quoi, en collège, lycée, un truc comme ça, donc c'est vrai que ça a été une déchirure comme ils étaient très jeunes. Et du coup pour Cal de se retrouver face à Niel qui ressemble très pour trait à Nicole et qui a beaucoup de choses en rapport avec Nicole, voilà, il a du mal à comprendre, et voilà, c'est ce qui va faire un peu que tout cela va prendre un peu de l'intérêt et va devenir un peu plus important au fur et à mesure, parce qu'il y a vraiment des parts de mystère.
et on essaie, enfin petit à petit on comprend certaines choses mais sans être tout à fait sûr, et c'est vraiment sur la fin qu'on comprend tout et que ça nous explose un peu à la gueule, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Je trouve que les émotions sont vraiment bien menées, les personnages sont géniaux. Niel au début j'avais vraiment beaucoup de mal à la cerner, mais comme j'ai eu beaucoup de mal, enfin comme Cal d'ailleurs a eu beaucoup de mal à la cerner, elle est complètement incernable cette nana, et en fait au final on s'attache énormément à elle, à ses coups de folie, à sa manière de d'être un peu cinglé, ouais, on s'attache à tout ça. Cal de son côté, j'ai beaucoup aimé le fait que déjà ce soit un homme qui raconte l'histoire, que ce soit vraiment un point de vue exclusivement masculin, hormis évidemment pour les passages dans le temps, mais ça compte pas vraiment parce que c'est pas dans le présent. Je trouvais ça vraiment sympa parce que pour un roman comme ça, jeunesse, un peu drame et tout ça, romance, je trouvais ça cool d'avoir un garçon qui racontait l'histoire. C'est suffisamment rare pour qu'on ait envie de le mettre en avant, surtout que j'ai trouvé que il était vraiment bien dépeint comme garçon. Des fois il avait des pensées qui font très masculines et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fichu, parce que c'est vrai que les hommes n'arrivent pas toujours à écrire comme pour mettre en scène une femme et réciproquement, et là j'ai trouvé que c'était bien fait, donc c'est suffisamment bien fait pour que je le souligne. Et en plus de ça, l'histoire m'a vraiment transportée, j'ai beaucoup aimé la part de mystère, j'ai aimé les discours que Niel pouvait avoir, la personnalité qu'elle avait, et j'ai beaucoup aimé la façon dont tous les deux ils vont se rapprocher petit à petit et qu'ils vont faire connaissance, refaire connaissance, qu'ils vont voilà, se découvrir. Et j'ai beaucoup aimé aussi tout le côté un peu ouais, mystérieux, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que Niel est Nicole et qu'est-ce qui lui est arrivé si c'est le cas. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont petit à petit on va répondre à ces questions, et même s'il y a des fois où ça nous paraît évident, voilà, la fin m'a complètement bouleversée et j'ai littéralement adoré ce roman, donc je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs je vous le conseille même plus que Ma raison de vivre et compagnie, même si j'ai beaucoup aimé cette saga, je trouve que ce roman est juste génial, et voilà, il m'a beaucoup touchée. Le roman qui va suivre, je sens que je vais avoir énormément de mal à en parler parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de le faire, je n'y arrivais pas. En fait, je suis prise tellement aux tripes par cette histoire que j'ai ma gorge qui se serre rien qu'à l'idée d'en parler et que j'ai les larmes qui me montent aux yeux d'un rien. Voilà. Il s'agit de Je suis une fille de l'hiver de Laurie Halse Anderson, publié chez La Belle Colère. Et ce roman nous plonge au cœur même de l'anorexie, qui est une maladie qui personnellement me touche beaucoup parce que je connais quelqu'un qui en est atteint. Et du coup, la plongée dans ce roman a été beaucoup plus personnelle que je ne l'aurais cru en fait. On suit dans ce roman Lia, donc une jeune anorexique qui a 18 ans, et elle avait une amie d'enfance avec qui elle a commencé d'ailleurs, parce que alors elles avaient toutes les deux des troubles du comportement alimentaire, donc Lia elle ne mangeait quasiment pas, hein, voilà, et son amie avait des troubles un peu plus boulimiques, elle mangeait beaucoup puis elle se faisait vomir derrière, en gros. Et c'est un peu comme ça qu'est né leurs deux troubles respectifs, c'était ensemble. Seulement du jour au lendemain, Cassie a plus ou moins laissé tomber Lia. On va apprendre un peu pourquoi au fur et à mesure du roman, notamment parce que Lia a été internée et puis comme elle voulait pas, en gros, elle aussi subir le même truc, voilà, elle a un peu laissé tomber Lia et elle ne se parlait plus depuis des mois jusqu'à ce que un soir, Cassie tente d'appeler Lia 33 fois dans la nuit. Évidemment, Lia n'avait pas son téléphone, donc je crois qu'elle a vu quand même son téléphone, mais elle s'est dit oui, voilà, t'es plus mon amie, donc voilà, puis elle a pas fait cas plus que ça. Et en fait, il s'avère que ce soir-là, Cassie est morte. Voilà. Donc le roman débute comme ça, mais c'est pas qu'autour de cette mort que le roman va tourner, ça va être beaucoup autour de ça, et cette mort va apporter beaucoup de choses au personnage de Lia, va la faire évoluer, etc. Mais voilà, c'est vraiment plus le cadre dans lequel l'histoire va se dérouler. Lia, c'est une jeune fille qui m'a énormément touchée, même si j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre parfois. Et c'est un roman qui m'a prise aux tripes parce qu'on n'est pas avec une personne qui est en train de guérir. On n'est pas avec quelqu'un qui va mieux, qui apprend petit à petit. On n'est pas dans la phase de guérison, on est dans la phase où la personne est malade. Lia, elle est malade au moment où le roman débute. Et je pense que c'est dans ce roman, on voit à quel point l'anorexie est une maladie mentale. En tout cas, cette anorexie-là, c'est une maladie mentale. Parce que la seule chose qui fait que Lia ne guérit pas, c'est que dans sa tête, elle n'est pas malade et elle a des façons de visualiser son comportement qui fait qu'on comprend qu'en fait elle n'est pas du tout consciente que ce qu'elle fait n'est pas normal, et surtout que ce qu'elle fait c'est pas bon du tout pour elle, qu'elle va en mourir, et enfin elle n'a pas la conscience de ce qu'elle fait vraiment. Des fois j'ai de la sensation, et en même temps elle le sait très bien. C'est vraiment particulier comme maladie, c'est une maladie je trouve si je devais décrire la maladie, je prendrais cette espèce de gros parpaing qu'on nous aurait attaché aux pieds et on nous aurait balancé dans l'eau avec. La maladie, c'est ce parpaing. Et je trouve qu'on le sent vraiment très très bien dans ce roman.
J'ai aimé la manière dont c'était décrit parce que la personne que je connais, qui est malade, euh, a décrit également certaines choses, bah, pas à moi particulièrement parce que j'ai pas toujours envie de... Enfin j'ai pas forcément envie d'en parler en fait quand... Enfin voilà. Mais voilà, quand elle décrit la maladie, il y a plusieurs trucs qu'elle décrit exactement de la même manière en fait. Et c'est ça qui me fait dire que oui, c'est un roman très réaliste, mais c'est un roman également qui est quand même très sombre parce qu'on a un personnage qui s'enfonce petit à petit dans la maladie, qui a pas l'air d'être prête à s'en sortir et c'est dur, c'est très dur à lire. C'est très dur à lire quand on se dit que ce que l'héroïne ressent, bah c'est réel en fait. Et c'est... c'est dur. Ouais, j'ai vraiment eu le sentiment que... J'ai pris ce roman aussi à cœur que Cilia était la personne que je connaissais en fait. Il y a eu des moments où en fait ça m'a prise au trip comme jamais parce que je l'ai vraiment pris de manière très personnelle en fait. J'avais pas réussi à mettre la barrière de la fiction entre moi et le roman et du coup c'était vraiment très très compliqué de le lire et c'est vraiment très compliqué de vous en parler aujourd'hui. Je sens que j'ai les larmes aux yeux, c'est affreux. Mais c'est un roman génial, il est magnifique et surtout il est très très bien écrit. L'auteur est très forte pour décrire des choses comme ça. Je vous conseillerais d'elle également vous parler de ça, qui m'a aussi beaucoup touchée et qui m'a beaucoup parlé aussi, mais pour d'autres raisons. Et je trouve qu'elle dépeint très bien les choses, les émotions, la manière qu'ont les gens de vivre certains malheurs, certaines phases de leur vie. C'est très bien dépeint et c'est très bien foutu, quoi, tout simplement. Donc, moi, je peux que vous conseiller cet auteur, ça c'est clair. Et là, elle nous fait vraiment plonger au cœur de l'anorexie, elle nous fait ressentir ce que Lia ressent, elle nous fait vivre ce qu'elle vit, et, et voilà. Et à la grande question, est-ce que je le ferais lire à la personne que je connais qui est malade? Non. Quand elle sera vraiment en phase d'être sortie de la maladie, peut-être que je pourrais me permettre de lui faire lire. Mais là, il y a trop de choses en fait qui me font me dire, mais en fait, ce serait lui donner de ses idées. Des fois, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. À côté de ça, je pense que c'est un roman choc. Mais est-ce que quand on est malade, on ressent le choc de la même manière? Je ne sais pas. Donc je pense pas que j'arriverai à lui faire lire de manière sereine et sans me dire que ça va lui donner une mauvaise idée. Parce que Lia parvient très bien à faire croire qu'elle se sort de la maladie alors que ce n'est pas le cas. Elle parvient très bien à mener sa famille en bateau et je crois que c'est ça en fait qui fait le plus peur là-dedans, c'est que tu te dis mais en fait quand tu veux faire croire que tu vas bien, tu peux le faire. J'en avais déjà eu la preuve parce que bah on a tous des moments où on va pas très bien et si t'as envie de faire croire aux gens que tout va bien, c'est pas compliqué de te plaquer un sourire sur le visage. Mais là dans une maladie comme celle-ci, réussir à berner ton monde et à faire croire que oui tu reprends du poids, que oui tu manges, etc. C'est waouh. Il y a des fois je me disais putain ouais c'est intelligent. C'est con à dire mais c'est intelligent, elle le fait bien quoi. Et pourtant, on n'a pas envie d'être d'accord avec elle, on n'a pas du tout envie de lui donner raison, mais il y a des fois où voilà, tu. Et voilà, et elle a vraiment un esprit très tortueux, on voit qu'elle est complètement perdue, qu'elle est dans un espèce d'état d'esprit complètement bizarre et tout. Des fois, elle sort des trucs, tu sens bien qu'elle est complètement. Elle est perchée, mais elle est à 120 quoi. C'est impressionnant, elle est complètement à l'ouest. Et c'est trop bien décrit. Et ça me paraît tellement logique et tellement bien foutu. Ouais, c'est un roman qui m'a waouh, vraiment. Et je vous le conseille, mais du fond du cœur, parce qu'il est top. Top, 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 top. Mais moi, personnellement, je crois que je vais encore mettre au moins 6 mois avant de m'en remettre, parce que dès que j'y repense, il y a des fois, ça me glace le sang et je me dis non, quoi, non, 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 non. Comment on peut en venir à ça, quoi? Comment? Et c'est la question que je continue de me poser avec le personnage de Lia, parce que... Parce que oui, il y a des choses qui font qu'on comprend que oui, que c'est peut-être ça qu'il a un peu mené, mais, euh, mais on se dit quand même qu'il y a peut-être un mal-être à la base en fait quand on... Enfin, je sais pas, c'est un roman qui m'a retourné et je vais arrêter d'en parler maintenant parce que j'arrive même pas à vraiment coordonner mes pensées. Euh, Si vous avez envie d'avoir un avis peut-être plus construit et où je me laisserai moins emporter par l'émotion, j'essaierai de publier bientôt l'article sur le blog, donc n'hésitez pas à lire ma chronique. Je pense que comme ce sera à l'écrit, ça sera plus facile pour moi d'en parler sans être submergée. En plus de ça, je pourrais mettre plus longtemps à l'écrire et peut-être être un peu plus, reprendre point par point les choses que je voulais aborder avec vous. Mais là, je suis désolée. Voilà, c'était pas prévu que j'arrive pas à en parler comme ça, mais au moins vous voyez toute l'étendue de ce que ce roman a pu faire passer comme émotion sur moi, quoi.
Bref, on va revenir à des sujets un peu plus triviaux et tout, des trucs plus sympas, puisque ma lecture suivante et la dernière que j'ai à vous présenter, c'est Le Pacte de Karina Hale. Bref, Karina, publié chez Hugo, donc c'est un poche, un petit Hugo poche, et c'était le dernier dans ceux que j'avais acheté que je n'avais pas encore lu. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment, j'avais hyper envie de m'y mettre. Et en plus de ça, en voyant les autres tomes qui étaient sortis, enfin qui sont maintenant sortis en poche, j'ai hyper envie d'attaquer la suite tout simplement. Et maintenant que je l'ai lu le roman, c'est d'autant plus vrai. La nuit où Romance et moi, vous savez, on n'est pas toujours très copains. Il y a des fois où je vais adorer, d'autres fois où je vais être hyper déçue, je vais avoir envie de déchirer le livre et puis de le manger. C'est un peu bizarre, mais enfin vous voyez un peu le délire quoi. Toujours est-il qu'il y a des fois où je l'adore et d'autres fois où c'est pas du tout le cas. Et bah avec le pacte ça a bien fonctionné pour moi, donc tant mieux j'ai envie de vous dire. Ce roman va nous transporter tout droit à San Francisco, donc déjà ça c'est un gros point positif parce que San Francisco c'était la petite ville de mes rêves quand je regardais Charmed en fait, je voulais aller vivre à San Francisco. Voilà, quand j'ai regardé Buffy je voulais aller vivre à Sunnydale, voilà. Mais je vous rassure, quand je regarde les Simpsons, je n'ai pas envie d'aller à Springfield, c'est déjà bien. Bref, Linden et Stéphanie sont amis, ils forment un petit trio avec James, et puis un soir de beuverie, ils vont faire un pacte, tout simplement, si à leurs 30 ans, ils sont encore célibataires là comme l'autre, ils se marieront. Voilà. Donc c'est comme ça que va commencer leur petit pacte, etc. On va les suivre au fur et à mesure des années, donc les 6 premiers chapitres, je dirais, on passe comme ça d'une année à l'autre et on passe d'un narrateur à l'autre. On va faire par exemple 25 ans, ça va être Stéphanie, 26 ça va être Linden, 27 Stéphanie. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, même si des fois il y a 2 chapitres de Stéphanie à la suite et puis après on passe à Linden. Enfin voilà, globalement ça fonctionne un peu comme ça jusqu'à la fameuse année de leurs 30 ans. Seulement voilà, tous les deux ils vont passer leur temps à se manquer. Ça va être très souvent qu'il y en avoir un qui va être célibataire quand l'autre va être en couple et réciproquement. Et ça leur arrive également d'être célibataire en même temps ou alors d'être en couple en même temps. Mais c'est beaucoup plus rare qu'ils soient célibataires en même temps. Mais plus encore, comme ils sont amis, ils ont beau être très attirés l'un par l'autre, et ça on le sent dès le début, hein, même au moment même où, de toute façon, où ils sont en train de parler de leur pacte, on voit bien que c'est un pacte, voilà, ils le font un peu sur le ton de la déconnade, mais l'un comme l'autre, on sent bien qu'ils sont très attirés l'un par l'autre. Mais voilà, ils sont amis et ils ont pas envie de gâcher cette amitié. Et je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Une amitié fille-garçon, il y en a qui fonctionnent comme ça en restant amis l'un comme l'autre. Je le sais, j'ai des amis garçons, hein, je ne dis pas du tout que c'est pas possible. Mais je pense qu'il est fort possible que beaucoup d'entre vous aient vécu, soit en tant que garçon ou en tant que fille d'ailleurs, qu'à un moment donné, la situation entre un ami et vous vous échappe un peu et que soit lui se mette à avoir des sentiments pour vous, soit vous commencez à avoir des sentiments pour lui. Ou elle hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, ça dépend où vous vous placez. Mais on est tous d'accord, c'est le genre de truc qui finit souvent, qui arrive de temps en temps quand il y a une histoire d'amour comme ça, enfin quand il y a une histoire d'amitié mixte. Je me perds un peu dans mes propos. Donc moi déjà la thématique elle me parlait plutôt bien parce que je pense que voilà, c'est une vérité. On peut être ami avec des garçons, il n'y a pas de problème, mais il arrive quand même que certaines amitiés ce soit pas possible. Il y a forcément... Voilà, je pense que vous connaissez tous quelqu'un à qui c'est arrivé d'avoir quelqu'un avec qui il était ami puis que finalement ça devienne plus qu'un ami ou alors qu'ils arrivent plus à se parler normalement parce qu'il y en a un qui révèle qu'il a des sentiments pour l'autre. Voilà, c'est un peu le truc universel et là, dans le cas de Linden et Stéphanie, c'est un peu le gros truc qui va se poser entre le bel écossais et la jolie, je ne sais pas d'où ce qu'elle est, je crois qu'elle est californienne, tout basiquement. Mais voilà, entre les deux jeunes gens, c'est exactement ce qui va se passer, ils s'aiment beaucoup mais ils sont amis, ils veulent pas gâcher leur amitié et en plus de ça, avant de commencer à bien aimer Linden, Stéphanie elle est allée avec James, donc leur meilleur ami. Et James est encore un petit peu jaloux, quoi. On va dire que c'est ça Stéphanie, quoi. Alors, si Linden, il essayait d'y toucher, voilà. Du coup, voilà, toute l'histoire va tourner un peu autour de ce pacte. Plus les années avancent et plus le pacte, il agit un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. En fait, c'est un peu le truc... Enfin, Stéphanie, elle se demande parce que c'est Linden qui a lancé le truc, donc elle fait que se demander mais est-ce qu'il était sérieux. Et puis, lui, de son côté, il se dit est-ce qu'elle pense que j'ai été sérieux, est-ce qu'elle y croit vraiment, est-ce que voilà, et du coup il va y avoir toutes ces petites questions de l'épée de Damoclès, etc. Évidemment il va y avoir des rapprochements, il va se passer plusieurs trucs et tout ça, et ce roman je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal à savoir à quel moment ça allait vraiment déraper, au moment où les choses commencent à vraiment se faire entre eux, qu'ils commencent à former un petit couple, et en fait c'est tout simple, ça dérape, enfin c'est tout simple. C'est une manière assez basique de faire déraper les choses, mais j'avoue que ça m'a vraiment brisé le cœur aussi, voilà. Il y a des moments où je trouvais ça un petit peu long, voilà, j'avoue qu'il y a eu des passages notamment sur la fin où c'était long, mais je pense que c'est surtout parce que j'avais vraiment très envie de voir le dénouement et de voir comment les choses allaient s'arranger entre eux. Du coup sur la fin j'étais juste pressée que ça se termine parce que j'étais pressée de voir le dénouement, donc je pense que ça a aussi beaucoup joué. C'est une romance que j'ai trouvée vraiment sympa, les scènes de sexe ne sont pas
trop nombreuses, même si elles sont un peu longues, donc des fois j'avoue que je lis un peu en diagonale, hein, voilà. Mais il n'y en a pas trop, je trouve que ça va encore. Bon, ça reste, voilà, ça reste de la new romance, donc on sait qu'il va y en avoir, et oui, il y en a. Mais ça reste assez raisonnable. Il y a deux petits trucs, deux gros bémols au roman, mais c'est au roman en lui-même et pas à l'histoire. L'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé la romance sympa, j'y ai cru, je me suis attachée au personnage. Stéphanie, je l'ai trouvée géniale, je pense que ça pourrait tout à fait être le genre de nana avec qui je m'entendrais super bien, ça pourrait être ma pote dans la vie de tous les jours. Lyndon, je suis un petit peu tombée amoureuse de lui, du beau charme écossais, en plus de ça, je suis en train de... Enfin, la saison 3 d'Outlander étant sortie, voilà, l'Écosse est l'endroit de mes rêves à partir du moment où je reprends Outlander, donc là, ça tombait très bien. Ils ont tous les deux des histoires très particulières, toute la petite bande autour d'eux est super sympa et c'est super plaisant. En plus de ça, on sait qu'il y en a certains qu'on va retrouver dans les tomes suivants, donc c'est d'autant mieux quoi. Donc les gros trucs négatifs, déjà il y en a un qui va concerner la maison d'édition. Alors je vous aime bien Hugo Roman, mais c'est pas la première fois que je relève ce genre de truc, alors putain de merde, mais relisez, vous. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de frappe, et il y a même des fois où les prénoms ne sont pas les bons. Voilà, il y a quand même un moment où Penny devient Perry. Il y a un moment où Penny devient Jenny. Alors moi je veux bien, mais à un moment donné j'avais passé tout un week-end sans lire le bouquin, quand je reviens au livre je lis qu'il y a une Jenny là-dedans, alors j'étais perdue, je me suis putain mais c'est qui Jenny? Et comme en plus j'avais un peu zappé le nom de la nana, mais je savais que c'était pas Jenny, donc Jenny je voyais pas qui c'était en fait. Donc voilà, hein, rien que ça déjà c'est très emmerdant. En plus de ça, il y a des fois où il y a des blancs qui séparent deux passages, donc on se dit bon bah on peut s'arrêter là, c'est la fin de la scène et tout. Bah en fait non c'est la même scène, sauf que bah on ne sait pas pourquoi il y a une ligne qui est sautée entre les deux. Voilà. Alors dans Make Me Bad c'était déjà le cas, mais je suppose que ça c'était un petit peu voulu, enfin toujours est-il que c'était très relou parce qu'on avait des sauts de ligne tous les 4 matins, mais là ça arrive aussi 2-3 fois et il y a des fois où c'est un peu chiant, c'est des détails, mais voilà, si en plus de ça il y avait pas de faute derrière, mais il y a pas mal de fautes de frappe et au bout d'un moment ça devient un peu beaucoup quoi, enfin certes c'est un poche donc on met moins le prix dedans, mais moi personnellement quand j'achète un livre j'attends qu'il soit bien travaillé et qu'il n'y ait pas non plus des fautes à tout va. Là franchement c'était suffisamment fréquent pour que je le remarque et que ça commence à m'agacer, voilà. Parce qu'il y a des fois où je le remarque pas parce que je suis tellement à fond dans ma lecture que je le remarque pas. Là j'étais à fond mais je le remarquais quand même, donc c'est que ça m'a gêné dans ma lecture tout simplement. Autre petit fait, et cette fois-ci c'est plutôt de l'incohérence et donc je pense que c'est plus à l'auteur qu'il faut l'imputer, même si de toute manière elle a des relecteurs, des correcteurs derrière et des traducteurs qui auraient pu faire en sorte que ces petits trucs passent à la trappe, je ne sais pas comment. Toujours est-il qu'il y a un moment qui m'a vraiment sauté aux yeux parce que en lisant le texte, c'était quoi? C'était 40 pages avant, je lis que Noël était passé depuis une semaine. Non, depuis plusieurs semaines. 40 pages plus tard, Noël était dans une semaine. Alors je veux bien que des fois, voilà, il y a des petits bonds dans le temps, nanana, mais là c'était pas le cas, il y avait aucun bond dans le temps, il y avait rien du tout, donc bah, je sais pas, il doit voyager dans le temps à la vitesse de l'éclair, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est le genre de truc un peu gênant parce que déjà par rapport à certains trucs qui avaient été dits dedans, j'avais du mal à... Enfin je me disais, il y a des trucs qui sont pas logiques, et à partir du moment où j'ai vu texto la phrase écrite, je me suis dit oui, il y a vraiment quelque chose qui est pas normal là. Et mine de rien, bah, c'est le genre de truc qui gêne ma lecture parce que quand je suis à fond dans un roman et que j'essaye de le situer de manière temporelle, etc. et que... Enfin, il y a forcément un moment où on se dit mais c'est... Enfin, on est paumé en fait, tout simplement. Et je trouve pas ça normal qu'avec tous les gens qui relisent un manuscrit, qui corrigent un manuscrit, qui travaillent le manuscrit, il n'y ait personne qui l'ait relevé si en tant que lecteur ça m'a sauté aux yeux moi. Voilà, donc ça c'est un petit bémol et j'espère que le tome 2 il n'y aura pas des fautes pareilles. De même, j'espère que les autres Hugo Poche que j'ai commandé il y a peu de temps, je vais pas avoir le même genre de problème avec voilà, des trucs comme ça parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir d'autres problèmes avec ces poches et déjà avec l'édition en règle générale, je me rappelle de Jamais plus, il y a 2 chapitres 17 ou 14, enfin c'est un chapitre important dans le roman et il y en a 2, on sait pas pourquoi. Voilà, donc c'est une faute évidemment, hein, mais ouais, d'accord. Enfin, je sais pas, quand on débourse 17€ pour un livre, on a peut-être envie que le bouquin derrière il suive. Et là, ça a beau être moins de 8€, c'est quand même 8€, hein, il faut quand même se le dire. Et moi, quand j'achète des livres, c'est pas pour qu'ils soient un peu médiocres en termes de qualité. Sinon, dans ce cas-là, je fais pas travailler la maison d'édition, je vais emprunter le livre quelque part, ou je demande à quelqu'un de me prêter, enfin de m'envoyer en e-book quand il les achète en e-book. Comme ça, moi, je débourse pas un centime, et je suis pas déçue d'avoir un bouquin qui est complètement... Enfin, qui est pas du tout bien travaillé, quoi, tout simplement. Bref, voilà, j'exagère un peu, mais c'est un truc qui m'a gonflé pendant ma lecture. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des fois où j'étais en mode, mais ils se foutent de ma gueule, quoi. Enfin, le livre, je l'ai payé de ma poche, je fais marcher leur maison d'édition, j'achète des bouquins là-bas, mais j'espère que... Enfin, je veux que le travail derrière, il tienne la route aussi. Si on achète un livre, c'est pas pour acheter un truc qui...
on dirait qu'elle n'a même pas été vraiment corrigée, qu'elle n'a même pas été revérifiée avant d'être envoyée à l'impression. Enfin voilà quoi, je sais pas, il y a des fautes, des fois c'était... Enfin, j'ai quand même vu un EET au lieu d'un EEST quoi, alors c'est peut-être une faute de frappe, mais pour moi ça me saute aux yeux quand même. Donc, enfin bref. Je suis la relou, voilà. C'est pas grave, il fallait bien que je râle au moins un petit peu. J'arrête maintenant parce que cette vidéo est déjà très longue et si en plus il faut que je rajoute mon avis sur un autre roman, ce serait un peu beaucoup trop long. Donc je vais m'arrêter maintenant, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la petite séquence émotion et le petit moment coup de gueule. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures et n'hésitez pas à me donner vos avis sur les romans en question si vous les avez lus. Des bisous, du coup, vous l'aurez compris en voyant que la vidéo ne s'arrêtait pas sur un fond noir, que je réapparaissais avec une nouvelle gueule. Que en effet j'ai lu un autre livre, enfin j'ai terminé un livre avant fin septembre et du coup je vais vous en parler assez rapidement, enfin je vais essayer d'aller assez rapidement parce que je sais que certains n'aiment pas les vidéos à rallonge et que je me rappelle plus précisément combien de temps fait la première partie de vidéo, mais je pense que c'est déjà bien suffisamment long comme ça. Voilà, et que je sais que, enfin moi-même je fais partie des gens qui n'aiment pas regarder des vidéos à rallonge, je ne fais que ça mais moi j'aime pas, donc voilà, en fait je ne suis pas du tout le public que je vise, c'est assez particulier. Bref, du coup, le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Comment le faire craquer en 10 leçons de Johanna Bolouri, publié chez Milady. C'est un roman que je vous ai présenté dans mon book haul du mois de juin puisque je l'ai reçu à mon anniversaire et depuis il attendait patiemment son tour d'être lu et j'ai fini par me lancer dedans. J'ai été plongée du coup à Glasgow aux côtés de Catriona, une mère célibataire qui est également journaliste. En fait, elle est journaliste tout simplement et elle écrit une chronique sous le pseudo de Glasgow Girl. Et c'est dans le cadre de cette chronique qu'elle va tout simplement se lancer dans la lecture et surtout dans l'aventure des 10 règles en gros pour les règles d'or de la séduction, voilà, des règles qui lui paraissent complètement aberrantes. Donc c'est un livre qui a été écrit pour les hommes, par un homme pour des femmes en gros, leur donnant des conseils sur comment aborder les hommes, comment se comporter lors d'un premier encart, comment faire pour que tel homme se sente intéressé par elle, etc. etc. Donc c'est des règles qui lui paraissent complètement aberrantes parce que qui mettent complètement en sourdine sa personnalité très pétillante, son côté un peu, enfin voilà, elle a une fille de 8 ans, elle aime bien parler de sa fille par exemple, et ben parmi les règles d'or il y a justement de ne pas forcément parler de soi, trop se mettre en avant, plutôt d'écouter l'homme, nanana, enfin voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu macho à mort qui va ressortir de ce roman et qui fait que Catriona est un petit peu excédée et d'ailleurs elle ne mâche pas ses mots quand elle parle du roman dans ses chroniques. Du coup, elle va vouloir tester ses règles, elle va les tester sur un homme dont j'ai oublié le nom. Bon, il doit pas être très intéressant. Son nom, enfin, c'est un nom quoi. Bref, elle va les tester sur un homme et voilà tout simplement un petit peu les bases un petit peu de ce roman. J'ai bien aimé ma lecture, même si j'avoue que je l'ai trouvée un petit peu longue au démarrage. J'ai trouvé qu'en fait il y avait vraiment des passages sur lesquels l'auteur passait vraiment énormément de temps. Et il y a d'autres qu'on aurait aimé voir plus, oui, des choses qu'on aurait aimé voir un peu plus, ne serait-ce que... Notamment, il y a un personnage que j'aurais vraiment aimé voir 2 fois plus parce que je suis tombée complètement sous son charme. Je l'ai trouvé génial et j'ai adoré la relation qu'il avait avec Catriona. Voilà, mais c'est pas grave, hein, tant pis. Et j'ai trouvé voilà, que du coup c'est un petit peu dommage que certains passages soient très longs alors qu'il se passe pas grand chose, notamment quand elle va se balader en ville à la recherche d'un homme. En gros, c'est très long pour pas grand chose et j'ai trouvé ça dommage. Alors qu'à côté de ça, comme je vous le dis, il y a des moments qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus. C'est un roman qui est assez court en plus, donc c'est vrai qu'en fait on arrive à la fin, on a presque envie que ça se poursuive encore et non, bah non, en fait c'est la fin et... C'est le côté un petit peu dommage, je trouve que ça va trop vite sur certains trucs et qu'à d'autres moments, j'avoue que j'ai trouvé que les choses mettent un petit moment à se mettre en place, le temps déjà que on apprenne à un petit peu de ce personnage, qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'elle était, comment était sa vie, comment, voilà, elle est journaliste, elle a une fille, elle a sa soeur, elle a sa meilleure amie, elle a ceci, elle a cela, elle a tous les gens autour d'elle. Certes, voilà, c'est bien, c'est cool de nous poser les bases, mais ça, j'ai trouvé ça un petit peu longué quand on voit qu'à côté de ça, l'action, il n'y a pas grand chose qui se passe et concrètement, des fois, on se fait un petit peu chier. Voilà. Au début, il y a eu un moment d'ailleurs où d'ailleurs, quand j'ai filmé le reste de l'update, je pensais pas terminer ce roman-là, en fait, je misais sur un autre bouquin, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs à l'heure actuelle, mais je misais vraiment sur cet autre livre parce que, comme il était un peu longué, des fois, celui-ci, je me disais, bon, ça va traîner et tout. Et puis voilà, je vais pas le terminer, mais en fait j'avoue que la seconde moitié je l'ai dévoré en une après-midi parce que j'étais à fond dedans et que au final quand ça commence à vraiment s'enchaîner, on a envie de savoir la fin, on a envie de savoir
ce qu'allait se passer et comment les choses allaient évoluer, à quoi ça allait aboutir tout ça et voilà tout simplement. Donc c'est un roman que j'ai bien aimé, la romance était sympa, le côté c'est une femme, c'est vraiment le prototype de la femme moderne je pense, cette femme qui élève seule ses enfants, enfin sa fille, enfin elle a quand même aidé par le père, hein, elle continue de voir le père un petit peu mais ils s'entendent pas du tout donc voilà ils ont la garde partagée mais voilà elle élève quand même, quand elle a sa fille elle l'élève seule, elle travaille, elle est capable de se débrouiller par elle-même, elle attend rien de spécial d'un homme à part une présence en fait, c'est vraiment comme ça qu'elle le voit, un homme pour elle c'est juste une... elle a vraiment... Ce qui lui manque on va dire dans sa vie de femme célibataire c'est quelqu'un qui est là pour elle, qui est là pour lui parler, qu'elle rejoint le soir, que la tendresse en fait du couple en fait c'est ça qui va lui manquer, elle a pas ce besoin d'être une femme pour un homme en fait, enfin je sais pas comment expliquer ce que je veux dire mais elle se sent pas exister par l'homme en fait et elle a pas la sensation de ne pas exister parce qu'elle n'a pas d'homme. De toute façon déjà que je pense que quand t'as une fille de 8 ans t'as pas trop le choix d'exister, hein, voilà. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ce personnage un peu très de la femme moderne, de la femme telle que moi je la visualise, de Catriona. J'ai aimé le récit dans son intégralité, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Encore une fois, peut-être pas assez rythmé au début et trop rapide sur la fin, mais voilà, personnellement j'ai adoré, je dirais peut-être pas jusque là, mais moi aussi j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, donc si on va dire que j'ai adoré cette lecture, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super sympa, ça se lit vraiment, la seconde moitié surtout se lit vraiment toute seule, et c'est très 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 drôle, donc voilà, donc je vous conseille ce petit roman bien sympathique. Et Chloé, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, je te remercie vraiment du fond du cœur pour me l'avoir offert parce que c'est vrai que la fille de Catriona m'a fait beaucoup rire et m'a beaucoup fait penser à Nelia, tu comprendras ou pas, enfin si tu comprendras de quoi je te parle, voilà. Sinon à vous tous, je vous refais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo du coup, ouais, c'est un peu trop redondant ça, et puis jusque là, lisez beaucoup, salut!